Vous marchez dans la rue et sans le vouloir, vous vous mettez à scanner. Est-ce que cet homme m'attire? Puis vous regardez une femme pour comparer et derrière, ça part en rumination. Qu'est-ce que j'ai vraiment ressenti? Est-ce que j'ai eu une sensation? Et puis ensuite, vous vous testez avec des photos, vous repassez des souvenirs, vous cherchez des preuves, vous faites des recherches sur Google, sur des forums ou sur ChatGPT, juste pour que quelqu'un vous dise non, ça ne veut rien dire, tu es bien hétéro. Et malgré tout ça, le doute revient encore et encore, collant et épuisant, comme s'il vous volait votre identité. Aujourd'hui donc, on va parler d'un sujet dont beaucoup de gens n'osent pas parler, alors que c'est très fréquent chez les personnes qui souffrent de TOC. On va parler du TOC d'homosexualité, qu'on appelle aussi parfois en anglais HOCD. Et j'aimerais que vous compreniez quelque chose dès le départ. En fait, si vous êtes concerné, ça ne dit rien de votre orientation. Ça dit surtout une chose, votre cerveau a activé une alarme et cette alarme est réglée de façon beaucoup trop sensible. Imaginez un détecteur de fumée dans une cuisine. Normalement, il sonne quand il y a un vrai incendie. Mais parfois, il est déréglé et il suffit que vous fassiez griller une tartine et le détecteur hurle comme si l'appartement allait exploser. Vous avez beau regarder partout, il n'y a pas de feu. Pourtant, l'alarme continue à sonner. Et plus vous paniquez, plus vous vous mettez à chercher, mais d'où est-ce que ça vient? Est-ce que je suis en danger? Est-ce que je dois faire quelque chose? Le TOC d'homosexualité, c'est exactement ça. Une pensée surgit comme et si j'étais attiré par les hommes? Ou selon votre cas, par les femmes. Ou alors, plutôt qu'une pensée, ça peut être aussi une image intrusive, ou encore une sensation bizarre dans le corps, ou un micro-ressenti qui vous fait peur. Et là, l'alarme se déclenche. Et votre cerveau vous pousse à faire ce qu'il fait toujours en cas de danger, à savoir chercher la certitude, maintenant et tout de suite. Sauf qu'ici, la certitude totale n'existe pas. Et c'est là que le TOC vous piège. Parce que dans le TOC, il y a toujours deux ingrédients. Premièrement, des obsessions, c'est-à-dire des pensées, des images mentales, des doutes intrusifs qui provoquent de l'anxiété, du malaise, de la honte, parfois du dégoût. Et deuxièmement, il y a des compulsions. Les compulsions, c'est tout ce que vous faites pour être rassuré, pour calmer votre angoisse, pour vérifier, pour neutraliser vos obsessions. Et très souvent, les gens ne réalisent pas que les compulsions ne sont pas seulement des actions visibles. Parfois, les compulsions sont dans la tête. Ruminer pendant des heures, analyser, comparer, se prouver, refaire la scène, repasser des souvenirs, se demander qu'est-ce que j'ai ressenti exactement, est-ce que j'ai regardé trop longtemps, est-ce que j'ai eu une sensation. Tout ça, c'est aussi des compulsions, même si bien sûr, elles ne sont pas visibles de l'extérieur. Et plus vous ruminez, plus votre cerveau se met à croire que le sujet est grave. Alors je vous donne un exemple concret. Vous êtes dans la rue, vous croisez un homme, et là, votre cerveau fait un zoom automatique. Est-ce qu'il me plaît? Et vous commencez à scanner votre corps. Est-ce que j'ai senti quelque chose? Vous repassez la scène 10 fois, 12 fois, 14 fois. Vous vous surveillez. Vous comparez avec ce que vous ressentez quand vous voyez une femme. Vous vous dites, OK, il faut absolument que je vérifie parce que sinon, je vais rester avec ce sentiment, cette angoisse, ce doute insupportable. Et ça, c'est la mécanique du TOC. Il transforme un détail banal en test permanent. Et autant le dire clairement dès le départ. Avoir une pensée, ce n'est pas avoir un désir. Avoir une image, ce n'est pas avoir une envie. Avoir une sensation physique, ce n'est pas avoir une preuve. Les sensations peuvent venir du stress, de l'hypervigilance, de la peur, du fait de checker votre corps en permanence. En fait, quand on observe son corps comme un scientifique en panique, forcément, on finit par sentir des choses. Le TOC d'homosexualité, c'est souvent un TOC qui vise une question identitaire. Qui suis-je? Et si je me trompais? Et si toute ma vie était basée sur une erreur? Et comme la question est chargée émotionnellement, elle devient un terrain parfait pour le TOC. Parce que le TOC
adore les sujets où il peut vous faire croire que vous devez absolument être sûr à 100%. Sauf que, comme vous l'avez remarqué, plus vous essayez d'être sûr, plus le doute s'accroche encore et encore. C'est un peu comme des sables mouvants. Si vous vous débattez, vous vous enfoncez encore plus. Et les compulsions, c'est justement la même chose que se débattre dans des sables mouvants. Ça donne l'impression d'avancer, mais en réalité, vous vous enfoncez encore et encore. Et là, on arrive à un point crucial. Beaucoup de personnes pensent que le problème, c'est la pensée intrusive, alors elles veulent s'en débarrasser. Mais le vrai carburant du TOC, ce n'est pas la pensée intrusive, c'est plutôt la manière dont vous répondez à cette pensée. Parce que si à chaque fois que le doute arrive, vous vous mettez à vérifier, à analyser, à chercher des preuves, alors votre cerveau va apprendre une règle, il va se dire quand cette pensée arrive, c'est dangereux et donc il faut que je vérifie. Et donc il recommence et ça devient un cercle vicieux qui n'en finit plus. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Mathieu, 28 ans. Mathieu, en dehors des périodes de stress, il me disait « c'est clair, je suis attiré par les femmes ». Il n'était pas dans le flou permanent. Mais dès que la pression montait, avec de la fatigue, du stress au boulot, de l'anxiété, ou même juste un moment où il se retrouvait seul, son cerveau déclenchait l'alarme. Et évidemment, il lui demandait « et si tu étais attiré par les hommes ?» Et là, ça commençait à partir dans tous les sens. Il se mettait à vérifier dans les lieux publics, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure. Il comparait ce qu'il ressentait en regardant des hommes et des femmes. Il analysait ses réactions. Il se demandait si son regard avait, entre guillemets, accroché. Il repassait ses souvenirs. Il regardait des photos pour tester. Il cherchait des signes. Et parfois même, il évitait certaines situations parce qu'il avait peur de déclencher du doute et de l'angoisse. Sur le moment, ça le soulageait parce qu'il avait l'impression d'avoir tiré les choses au clair, d'avoir fait le point. Mais quelques heures après, ou alors le lendemain, le doute finissait toujours par revenir, souvent avec une variante comme « Oui, mais est-ce que tu ne te mens pas à toi-même ? Et si tu n'avais pas bien vérifié ?» Et là, vous voyez bien le piège. Le TOC ne cherche pas la vérité, le TOC cherche la certitude totale. Et comme cette certitude totale est impossible à obtenir, alors il peut vous relancer à l'infini. À la fin de cette vidéo, vous allez repartir avec une carte claire. Comment reconnaître le piège, comment arrêter d'alimenter l'alarme et surtout, comment retrouver pas à pas votre liberté. Parce que oui, quand on applique les bonnes méthodes, on peut vraiment s'en libérer. Et Mathieu en est un bon exemple, on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Mais pour l'instant, retenez juste ça. Votre cerveau vous fait croire que vous devez résoudre cette question maintenant et vous avez peut-être passé des mois à essayer de prouver quelque chose de cette façon. Mais la sortie, ce n'est pas de trouver une preuve parfaite. Comme on l'a dit, c'est impossible. La sortie, c'est d'apprendre à répondre autrement à ce doute, à cette angoisse. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous souffrez de TOC d'homosexualité, il y a une chose que vous devez comprendre profondément. Ce n'est pas le doute qui vous détruit, ce sont les stratégies que vous utilisez pour le faire disparaître. Et ces stratégies, au départ, elles peuvent paraître logiques, presque intelligentes. Vous vous dites, si je vérifie correctement, je serai rassuré. Si j'analyse bien, je vais comprendre. Et si je trouve la bonne réponse, je pourrai enfin passer à autre chose. Mais en réalité, vous êtes en train de faire un bras de fer avec votre esprit. Et ce bras de fer, vous ne pouvez pas le gagner. Parce que le TOC ne cherche pas une réponse raisonnable, il cherche une certitude absolue. Et dans le TOC homo, cette certitude prend souvent la forme de tests constants. Par exemple, quelque chose qu'on voit souvent, c'est de regarder des hommes dans les lieux publics pour voir si quelque chose se passe, puis regarder des femmes pour comparer. Scannez vos réactions physiques, vérifiez votre regard, vous demandez si vous avez trouvé quelqu'un de beau ou d'attirant. Repassez cette scène encore et encore pour analyser. Revoir en boucle l'historique de votre vie personnelle.
Certaines personnes que j'accompagne vont aussi regarder des photos volontairement pour se tester. D'autres vont passer des heures à ruminer. Est-ce que j'ai déjà eu un doute avant? Est-ce que ce souvenir veut dire quelque chose? Et parfois, certaines personnes vont se tester avec du porno pour voir si une réaction apparaît. Et puis en général, elles se sentent encore plus mal après, évidemment. Donc toutes ces stratégies, sur le moment, elles peuvent apaiser un petit peu. Mais le lendemain, le doute revient et parfois encore plus fort. Pourquoi il revient plus fort? Parce que chaque test envoie un message très clair à votre cerveau. Le message que ce test envoie à votre cerveau, c'est que ce sujet est dangereux, il faut surveiller ce sujet, et donc votre cerveau va surveiller encore plus. Et ça, c'est exactement ce qui arrivait à Mathieu. Il avait mis en place un système très sophistiqué de vérification. Il comparait ses réactions en permanence, il analysait ses pensées comme un enquêteur, il cherchait des preuves dans son passé, il évitait certaines situations de peur d'avoir une réaction suspecte. Et en fait, plus il vérifiait, plus il perdait le contact avec son ressenti naturel. Parce que quand vous observez votre esprit et votre corps en permanence, vous développez une hypervigilance. Et l'hypervigilance fabrique des sensations. C'est un peu comme si vous fixiez votre main pendant 10 minutes en vous demandant est-ce que je ressens quelque chose d'étrange? Au bout d'un moment, vous allez forcément ressentir quelque chose. Et ça, c'est pas parce qu'il y a un problème, c'est parce que vous cherchez et vous finissez par trouver. Et à tout ça s'ajoute un autre piège moderne qu'on voit de plus en plus ces dernières années. On pourrait l'appeler la réassurance numérique. À travers Google, à travers des forums, à travers des tests en ligne, à travers des vidéos, des témoignages, et aujourd'hui particulièrement à travers l'IA, comme par exemple ChatGPT. Et je vous ferai sûrement une vidéo sur ce thème-là parce que ça devient vraiment central depuis 1 ou 2 ans, les réassurances par l'intelligence artificielle. Donc pour revenir à nos moutons, ce que vous faites en réalité quand vous faites des vérifications, c'est nourrir le bras de fer. Parce que si vous demandez une réponse, c'est que votre cerveau pense qu'il y a un danger réel. Et s'il pense qu'il y a un danger réel, alors il relancera l'alerte. C'est pour ça que certaines thérapies ne fonctionnent pas quand elles ne sont pas adaptées au TOC. Mathieu avait essayé un antidépresseur. Ça l'avait un peu aidé, l'anxiété était un peu plus basse, mais le mécanisme global, lui, était resté intact. Et comme il ne voulait pas dépendre des médicaments, ça ne lui suffisait pas. Puis, il a fait une thérapie TCC. Donc, a priori, c'est le type de thérapie adaptée pour les TOC. Mais le problème, c'est que le psychologue n'était pas spécialisé dans les TOC et il est tombé dans un piège fréquent. Il a centré le suivi autour de la restructuration cognitive, une méthode qui consiste à discuter les pensées, à analyser les pensées et à chercher des arguments rationnels contre le doute. Sur le papier, ça paraît logique. Mais dans les TOC, débattre avec la pensée, c'est souvent continuer le bras de fer. Et le TOC adore ça parce que il peut toujours répondre oui, mais et si. Et quand le TOC vous répond ça, si vous vous laissez accrocher, vous êtes reparti pour 1 heure. Et là, soyons clairs, le problème, c'est pas que vous réfléchissez trop. Le problème, c'est que vous réfléchissez en rentrant dans le jeu du TOC. Et tant que vous jouez à ce jeu, vous renforcez le circuit. Et plus vous répétez cette boucle, plus elle devient automatique. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que si le TOC s'est construit par répétition, il peut aussi se déconstruire par répétition. Mais pour ça, il va falloir apprendre à arrêter le bras de fer et accepter de changer radicalement de stratégie. La vraie bascule commence quand vous comprenez la chose suivante. Vous ne sortirez pas du Tokomo en trouvant la bonne réponse, mais en acceptant à renoncer à une certitude à 100%. Le travail ne consiste pas à prouver que vous êtes hétéro, c'est même exactement le contraire. Il consiste, ce travail, à arrêter d'essayer de prouver que vous êtes hétéro. Et donc, c'est contre-intuitif parce que tout votre système nerveux vous dit « résous ça maintenant ».
Mais c'est exactement cette urgence qui entretient le problème. Alors, la méthode qui fonctionne vraiment dans les TOC, c'est l'exposition avec prévention de la réponse. Dit plus simplement, vous vous exposez au doute sans réaliser la compulsion ou la réassurance. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la pensée «et si j'étais attiré par les hommes» arrive, au lieu de vous lancer dans une énième analyse, vous allez faire l'inverse de votre habitude. Vous n'allez pas chercher à vérifier. Vous n'allez pas scanner tout votre corps. Vous n'allez pas comparer. Vous n'allez pas demander à Google. Vous n'allez évidemment pas poser de questions à l'IA. Vous n'allez pas ruminer pendant 1 heure. En fait, vous allez, en somme, laisser la pensée être là. Et vous pouvez même répondre quelque chose comme peut-être, peut-être pas, sans chercher à trancher. Alors au début, c'est inconfortable. L'anxiété monte, votre cerveau dit mais fais quelque chose. Et tout ça, c'est normal. Rappelez-vous que le détecteur de fumée est trop sensible. Si vous arrêtez de courir partout à chaque alarme, le système va continuer à sonner un moment. Puis progressivement, il va apprendre que ce n'était pas un incendie et donc il va se reprogrammer. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Mathieu. Au lieu de comparer ses réactions dans la rue, il a appris à ne plus scanner. Au lieu de se repasser ses souvenirs, il a appris à laisser les images passer sans les analyser. Quand une pensée intrusive arrivait, il ne cherchait plus à la démonter, il la laissait flotter. En d'autres termes, il a progressivement arrêté d'alimenter le circuit. Bien sûr, il a appris aussi à repérer ses compulsions mentales, parce que le TOC homo est souvent très mental. Bien souvent, à l'extérieur, il ne se passe rien, on ne fait pas de vérification extérieure, mais à l'intérieur, c'est un débat permanent. Et dans ce débat permanent, chaque argument que vous construisez contre le TOC est une micro-compulsion. Donc le travail, c'est aussi ça. Identifier le moment où vous entrez dans le débat et choisir de ne pas y entrer. Ce n'est pas supprimer la pensée, c'est refuser qu'elle soit le point de départ d'un nouveau bras de fer. Et ça va vous demander d'être encore plus conscient de vos pensées afin d'éviter de vous engager dans des ruminations sans fin. Et plus vous répétez cette nouvelle réponse, cette nouvelle façon de réagir, plus votre cerveau enregistre un message différent. Ce doute n'est donc pas dangereux. Et petit à petit, l'intensité va baisser. Les pensées peuvent encore venir, mais elles vont moins accrocher et elles vont devenir, petit à petit, du bruit de fond. Quand Mathieu a commencé à appliquer les bonnes méthodes, centrées sur l'exposition et l'arrêt des compulsions, les choses ont changé. Alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est pas fait de façon magique, ça s'est fait par répétition. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez. La libération, elle ne vient pas de façon magique, elle vient de l'entraînement avec les bons outils, les bonnes méthodes et surtout en pratiquant. À chaque fois que vous laissez passer une pensée sans vérifier, vous affaiblissez le TOC. À chaque fois que vous acceptez une part d'incertitude, vous récupérez un morceau de liberté. Et donc, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est extrêmement efficace quand c'est bien appliqué. Alors, il y a aussi une chose très importante que je veux vous dire avant de conclure. Même quand vous commencez à appliquer correctement la méthode, le TOC peut tenter un dernier coup. C'est ce que j'appelle le recyclage des TOC. Et si ça vous concerne, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à ce phénomène. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Alors, pour le résumer simplement, ça veut dire quoi le recyclage des TOC? Ça veut dire que le contenu du TOC peut changer, se déplacer, se reformuler. Par exemple, sur un TOC d'homosexualité, un recyclage fréquent, c'est que le TOC va devenir un TOC de couple. En fait, tout d'un coup, ce n'est plus «et si j'étais attiré par les hommes», mais plutôt «et si je n'aimais pas vraiment ma partenaire? Et si je me forçais? Et si mes sentiments n'étaient pas authentiques, n'étaient pas réels?»
Bon, donc là, vous l'avez compris, le mécanisme est exactement le même. Seul le thème change. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand le TOC se recycle, ce n'est pas un échec. Au contraire, c'est souvent un signe que l'ancienne porte se referme, alors il essaye d'en ouvrir une autre. Si ça vous arrive, ne paniquez pas. Vous n'avez pas régressé et vous pouvez continuer à appliquer les mêmes principes. J'ai déjà fait aussi une vidéo complète sur le TOC de couple. Donc, si vous reconnaissez ce déplacement, vous pourrez aller la voir, cette vidéo, juste après celle-ci. Le lien sera là aussi dans la description. Et il faut aussi que je précise quelque chose d'important. Certaines personnes qui souffrent de TOC d'homosexualité peuvent voir apparaître d'autres pensées encore plus difficiles, comme la peur d'être pédophile. Là aussi, c'est le même mécanisme. Le TOC choisit des thèmes qui provoquent une réaction émotionnelle intense. Ce n'est pas un aveu caché, ce n'est pas une révélation, ce n'est pas votre inconscient qui s'exprime, c'est une tentative du cerveau de recréer l'urgence. Le processus reste toujours identique. Pensée intrusive, anxiété, doute, vérification, soulagement temporaire et retour au point de départ. Et maintenant, j'aimerais vous parler de la suite pour vous. Ce travail que je viens de décrire demande de l'engagement, il demande de la répétition, il demande d'accepter un certain inconfort, surtout au début, mais il ne demande rien d'impossible ou d'insurmontable. Il demande plutôt une méthode claire, il demande de savoir quoi faire concrètement quand le doute surgit, et il demande d'arrêter de jouer le jeu du TOC, même quand l'angoisse est forte. Et c'est pour ça que se faire accompagner par un professionnel formé à la TCC, idéalement spécialisé dans les TOC, ça change profondément la trajectoire. Parce que vous n'êtes plus seul face au doute. Parce que vous savez exactement comment répondre, même dans les moments où votre cerveau vous hurle de vérifier maintenant. Mathieu, quand je l'ai rencontré, il était épuisé. Il doutait de lui, il avait perdu confiance en son ressenti, il avait l'impression que son identité lui échappait. Il avait essayé de réfléchir plus fort, il avait essayé de se rassurer. En fait, tout ce qu'il avait essayé répondait à la même logique. Il recherchait une certitude à 100% pour mettre fin à son angoisse. Ce qui a tout changé, c'est le moment où il a arrêté de chercher la preuve parfaite et où il a commencé à appliquer concrètement les bonnes méthodes. Il a traversé les pics d'angoisse sans replonger dans les vérifications. Il a accepté l'incertitude au lieu de la combattre et il a répété ce processus encore et encore. Et lorsque c'est bien appliqué, ça fonctionne. Il ne passe plus des heures à se tester, il ne scanne plus les passants et les passantes, il ne passe plus ses soirées à analyser ses souvenirs. En somme, il a retrouvé sa liberté. J'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle vous a permis de mettre des mots sur ce que vous vivez, et surtout, j'espère qu'elle vous a donné une direction claire et de l'espoir. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mis en description une vidéo d'information gratuite. C'est la plus complète que j'ai faite sur les TOC et sur la manière de s'en libérer. J'y explique en détail les mécanismes, les erreurs fréquentes à éviter et la méthode concrète que j'utilise pour accompagner les personnes qui souffrent de TOC. Si cette vidéo vous a aidé, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.